Bonjour à tous. Vous voyez, donc Virginie Calmès tout à l'heure parlait de rompre l'isolement. Je crois que pour maîtriser son développement, c'est quelque chose qui, au-delà de ce dont on va parler, du côté financier, du côté business, il est très important de rompre son isolement. Et ici, dans ces lieux, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, vous avez tout ce qu'il faut pour rompre votre isolement, parce qu'il y a un travail qui est fait de façon conséquente sur l'appui aux entreprises. Et c'est le vice-président qui vous en parle, le vice-président de la Chambre. Voilà, donc sinon Capingélec, c'est une start-up que j'ai créée il y a 25 ans, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas forcément de start-up, mais moi je considérais que j'étais une start-up parce que je crois que j'étais une des premières boîtes de Bordeaux à avoir une adresse internet, parce qu'on travaillait sur des chantiers à Chypre et il fallait échanger des emails. Et à l'époque du Minitel, on était un des seuls pays en Europe à pas avoir d'email et on travaillait avec la télématique à l'époque. Voilà. Donc Capingélec, c'est une boîte d'ingénierie que j'ai créée donc, effectivement il y a 25 ans, avec 30 000 francs découverts. Et donc effectivement, les banquiers, ils m'ont aidé, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut un peu aussi, il faut casser cette image des banquiers qui ont du mal à aider les boîtes, tout ça et tout. Nous, par expérience, ce qu'on dit à la Chambre de commerce et moi, ce que j'ai vécu au travers du club des entrepreneurs que j'ai créé là aussi en 99, où il n'y a que des chefs d'entreprise propriétaires de leur boîte, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que, hélas, des bons projets, il n'y en a pas assez, mais des sous, il y en a. Et quand il y a des bons projets, les banquiers sont là, ils suivent ça. Moi, j'ai l'expérience qui parle, il n'y a pas vraiment de souci par rapport à ça. Donc, pour se développer, bien sûr, on pourrait parler du BFR, on pourrait parler du capital, on pourrait parler de plein de choses. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler, pour maîtriser son développement, de côté chef d'entreprise, de savoir où sont ses faiblesses pour éviter d'avoir des échecs. Parce que le Léonard de Vinci, Marc Plicaski tout à l'heure qui est intervenu, parlait des domaines d'expertise. Dans une boîte, on ne peut pas tout savoir. Le Léonard de Vinci de l'entreprise, ça n'existe pas. On est bon sur un sujet technique, on est bon sur un sujet business, commerce, marketing, on est bon, c'est compter. Donc, si on a un trou dans la raquette pour maîtriser son développement, déjà, il faut savoir s'entourer et trouver un collaborateur ou une collaboratrice qui va apporter ce qui vous manque pour arriver à bien comprendre tous ces mécanismes de développement. Moi, personnellement, par expérience aussi, je suis ingénieur des arts et métiers, et donc comme tout bon vieux gazard qui se respecte, on a vraiment un métier, on sait faire les choses, on connaît la technique. Et rapidement, j'ai compris que je savais qu'un plus un, ça faisait deux, ça c'est sûr, et je le sais toujours d'ailleurs. Mais on n'a pas appris à l'école comment ça fonctionne un compte d'exploitation, comment ça fonctionne un bilan, ce que c'est que la CAF, ce que c'est que le BFR, au bout du bout, ce qui reste, la trésorerie, tout ça, on l'a pas bien appris. Et je pense qu'il faut vraiment le maîtriser. Donc moi, personnellement, j'ai fait une formation après avoir créé mon entreprise, donc en 91. Donc 92-93, j'ai fait l'IFG, donc c'était pas forcément facile, en plus de démarrer son entreprise, de faire une formation complémentaire pour voir vraiment tous les volets dont on a besoin, et ça va aussi la fonction RH, la fonction psychologique sur soi-même, faire un retour sur soi-même. En termes de management, c'est surtout beaucoup de psychologie, et le management, c'est aussi très important pour arriver à développer son entreprise. Voilà, c'est tous ces aspects-là, je crois qu'il faut bien comprendre, essayer d'avoir une vue globale, et puis il faut avoir un métier. Avoir un métier, il y a plein de gens qui sont... Je pense que tous les gens qui créent leur entreprise sont passionnés, ont tous un métier, mais il y a eu par le passé des très grands passionnés qui ont fait de très grandes choses. Je pense à Mozart qui écrivait une des plus grandes musiques, il a fini à la fosse commune, le pauvre. Donc voilà, nous les chefs d'entreprise, c'est la même chose. Il ne faut pas forcément... si on a des convictions, mais si le marché n'est pas prêt à aller sur ses convictions, il faut être prudent, il faut faire attention, quoi. Donc ça veut dire ça aussi, c'est toutes ces compétences, ce côté marketing, voir le marché, il faut avoir une vision globale. Voilà. Ensuite, je dirais que on pourrait se poser la question, il y en a certains économistes qui en parlent aujourd'hui, pas de croissance, on est zéro, pourquoi se développer? Je crois que dans nos systèmes d'entreprise aujourd'hui, on est obligé de se développer, on est condamné à se développer, pour plein de raisons. Bon, les métiers évoluent, donc voilà. Ensuite, l'équipe du départ, qui est très performante, elle vieillit. Il y a des jeunes qui arrivent, qui ont d'autres compétences. Si on est resté avec une équipe vieillissante et qu'on n'a pas su embaucher des jeunes compétences, on va avoir des problèmes par rapport à ce que font les concurrents, donc veille concurrentielle, voir les concurrents, voilà. Et puis, il ne faut pas être non plus monoclient, donc quand on est une petite boîte, c'est pas du tout évident d'arriver
à se diversifier. Donc pour se diversifier, ça y est la croissance. Donc je crois qu'on est tous condamnés à se développer. Et si les boîtes ne se développent pas, ça posera un problème. Voilà. Mon ami start-upper. Merci Jean-Paul. C'est là que tu as fini après ou... Non, ok. Je m'appelle Thomas. Thomas, j'ai 33 ans. Je m'occupe d'une boîte qui s'appelle loisirenchères.com. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissaient loisirenchères.com aujourd'hui? Vous pouvez lever la main. Ah, vous êtes membre, j'espère. Loisirenchères.com, c'est une start-up bordelaise qui a pour ambition d'essayer de révolutionner la notion de prix dans les secteurs des loisirs et des vacances. En fait, c'est une innovation d'usage majeure à laquelle on remet au centre la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer chaque année les soldes, le chiffre d'affaires des soldes baisse, simplement parce que c'est les soldes toute l'année sur Internet. C'est constamment les prix barrés, les pastilles moins 50% de réduction, enfin c'est l'ambiance stade de gondole. Et finalement, on en perd réellement le prix réel des choses. Et on va peut-être acheter quelque chose parce que c'est juste en promo. Enfin, je sais pas si c'est peut-être déjà arrivé, mais si vous êtes comme moi bricoleur, vous allez chez Leroy Merlin, putain, si y a une perceuse électrique à moins 50%, c'est sûr que je vais y réfléchir, quoi. Même si j'en ai pas forcément besoin. Et en fait, là, l'idée, c'était de se dire, on va remettre au centre de tout ça la loi de l'offre et la demande. Donc pour les loisirs, ça va de votre ticket théâtre jusqu'à vos 3 semaines de vacances en Californie avec vol. Ça va toujours commencer à 1 euro. Nous, on est des nicheurs. On va aller chercher un peu partout en France et à l'étranger des offres de loisirs et de vacances. Et à la fin du compte à rebours, la personne qui a fait la mise la plus importante remporte l'enchère. C'est aussi simple que ça. S'inscrire, c'est gratuit. Enchérir, c'est gratuit. Vous ne payez que si vous remportez l'enchère à la fin du compte à rebours. Donc c'est ultra simple. J'ai commencé en juillet 2014 dans un Algeco, enfin préfabriqué à Royan. C'est pas hyper glamour, hein. Désolé pour ceux qui habitent Loyant. Et depuis maintenant, on a commencé avec une enchère par jour, et maintenant on a à peu près 300 enchères par jour, on est 25 dans la boîte, et on a une croissance moyenne mensuelle de 30% par rapport au mois précédent. Pour vous expliquer un peu la notion de développement. Qui font qu'on est tous un peu fatigués. En fait, pour maîtriser son développement, je vous avoue que moi c'est ma question au quotidien, dans mon métier. Déjà, j'ai pris quelques notes, hein, comme ça. Si on reprend la définition de développement, dans une start-up ça paraît bizarre, mais le développement durable c'est important. À savoir les 3 piliers économiques, social et écologique. Ces 3 piliers-là, qui sont inscrits en général dans les valeurs que vous allez porter dans la création de votre boîte, si c'est le cas pour certains dans la salle, il faut les garder à vie en fait. Qu'une boîte elle soit équitable, qu'elle soit viable et vivable. C'est les 3 pendants de ces 3 piliers-là du développement. Alors pour être un peu plus clair, un peu plus précis en exemple, peut-être en anecdote, donc je vais donner un peu des chiffres en matière de développement. Le développement c'est un facteur de fragilisation. Plus on croît vite et plus on est fragile. En ce moment, enfin, je pense qu'on n'a jamais été autant fragile que maintenant, parce qu'on a des fluctuations, on t'en parlait tout à l'heure, de trésorerie. Ça c'est assez dingue, ce qui fait que parfois on se dit merde, il faut que je fasse une levée de fonds là rapidement, parce que question de trésor, ça risque d'être short. On croît très très vite, mais j'ai pas le matelas suffisant derrière pour pouvoir le faire. De l'autre côté, c'est aussi les RH, les ressources humaines. Alors c'est très simple, au départ j'étais tout seul, donc je faisais tous les services, je m'occupais de tous les départements, hein. Après au fur et à mesure je commençais à recruter une personne, puis une autre personne, puis après commence à se dessiner des départements dans une société, et au fur et à mesure qu'on croît, au bout d'un moment il y a un service qui pète, c'est-à-dire que les gens pètent un câble, ils ont trop de travail par rapport à la masse de travail nécessaire. Et donc à ce moment-là, je recrute quelqu'un, donc ils ont plus de force de travail, mais à ce moment-là, comme ils ont plus de force de travail, ils vont en redonner d'autres à d'autres services. Parce qu'à ce moment-là, c'est un autre service qui pète. Et donc en fait, au fur et à mesure, on passe comme ça d'un service à un autre et on gère la crise en matière de RH. Ça, c'est fatigant, mais c'est passionnant en même temps. Et dans ces moments-là, le développement, ce qui est, je pense, est fondamental. On parle de RH, mais moi c'est mes collaborateurs, et puis je leur dis au quotidien, vous savez les gars, vous bossez pas pour moi, cette boîte c'est pas mon bébé, on fait tous partie de cette boîte, c'est plutôt vous qui bossez, comment je peux faire pour vous aider, quoi. C'est eux les opérationnels, enfin moi à côté je fais des conférences qui sont très utiles, mais pour mon business direct c'est pas tout à fait le cas, sauf si tout le monde s'inscrit sur le site. Donc ça c'est super important, aussi avoir une vision, dans l'aspect de maîtriser son développement, avoir une vision et essayer de la garder.
Nous, par exemple, en positionnement, on ne peut pas faire de restaurants, de centres commerciaux ou d'hôtels en bord d'autoroute. C'est pas, moi, je peux pas me lever pour ça le matin, donc on essaie de proposer des produits atypiques, de charme, originaux. Alors bien sûr, on a été contacté par des très grosses boîtes qui vendent des produits peu qualitatifs, mais avec lesquels on a pu faire plein d'argent. Et on leur a dit non. On leur a dit non parce que peut-être qu'à court terme, ça peut prendre sens en matière de développement, mais en moyen terme, on tire un peu un trait sur nos valeurs et la vision qu'on avait au départ. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a des gens qui sont rentrés dans cette boîte, parce qu'ils s'attachaient à certaines visions, à une certaine vision, à certaines valeurs qui sont véhiculées par la boîte. Donc ça c'est aussi quelque chose d'assez important. On parle souvent de développement dans les startups, de développement très fort. Régulièrement, il y a plein de start-upers qu'on fait intervenir pour faire tourner les têtes avec des chiffres de croissance à 3 chiffres, avec des levées de fonds à coups de millions, etc. Oui, développement c'est important, mais pas le développement à tout prix. Il y a récemment, certains ont dû voir dans l'actualité ce qui s'est passé avec Take It Easy par exemple, ou Chictip, et qui ensuite vont pleurer sur internet, sur LinkedIn notamment, en disant « Ah, c'était une super aventure, je suis tellement désolé et tout, voilà, c'est la fin d'une aventure ». En ce moment, je sais pas pourquoi, mais l'échec, t'en parlais tout à l'heure, l'échec c'est quelque chose qu'on essaie maintenant d'élever au rang presque de Graal qu'il faut faire, qu'il faut atteindre, mais avant tout, le développement, c'est essayer d'éviter que sa boîte capote, quoi. Une boîte comme Take It Easy qui avait levé, je crois, 10 millions d'euros un an avant qu'elle mette la clé sous la porte, et qui ensuite va prendre la parole, et les gens communs des mortels vont penser que c'est un peu la parole des start-upers en disant, avec un rôle presque d'irresponsabilité, ils ont quand même claqué 10 millions d'euros en un an, quoi. Le développement, oui, bien sûr, dans les startups, c'est quelque chose qui est assez dingue et qu'on doit porter, mais qu'on doit porter de manière assez raisonnée. Une boîte comme Chictip, c'est pareil. Moi, la première question, quand j'ai vu ça sur internet, je leur ai envoyé la question et moi, j'ai pas répondu. Mais what the fuck, qu'est-ce que vous avez fait avec ce fric? Et plus tard, j'ai su combien étaient payés la plupart des collaborateurs de l'équipe. J'ai mieux compris. Donc, maîtriser son développement, bien sûr, c'est maîtriser ses dépenses, c'est maîtriser son business model. Et aussi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est dans un environnement qui change tout le temps. Aujourd'hui, une certitude que vous avez il y a 2 mois n'est peut-être plus valable aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est constamment en train de se remettre en question. Cette remise en question, pour moi, je pense qu'elle est le fondement d'ailleurs des entrepreneurs aujourd'hui. Être en capacité de se dire, il n'y a pas d'ego à avoir là-dedans, il faut savoir être en capacité de remettre en question les choses qu'on a acquis, qu'on pensait être bonnes. Une mauvaise intuition, en interne, par exemple, je dis on la teste et puis on verra bien, à une petite échelle. Et puis si ça fonctionne, tant mieux, je serais surpris. Si ça fonctionne pas, on passe à autre chose. On prend le temps de tester toutes les idées, être plus malin que les autres. Pour moi, maîtriser son développement, c'est ça. Être plus malin que les autres, c'est faire quelque chose que les autres ne font pas, et souvent c'est beaucoup moins cher. Je pense notamment en matière de marketing, de communication. On pense tous à des opérations de piratage de croissance, de growth hacking, c'est très moche en anglais, auquel on a pu, Michel Augustin par exemple, on a fait un récemment avec Starbucks, je pense que vous avez peut-être pu lire ça par là. Être plus malin que les autres, et maîtriser, dans la maîtrise du développement, je pense que c'est fondamental. 10% du temps de l'ensemble des personnes dans mon équipe, ils le consacrent à de la veille et essayer de trouver des idées créatives qu'on pourrait mettre en place différemment. Ça c'est hyper important. Est-ce que tu veux enchaîner ou je continue encore là-dessus? On va demander... Ouais, il va jamais s'arrêter. J'ai encore connais, Thomas. Non mais peut-être Jean-Paul, si vous avez un complément à nous donner, on a 5 minutes encore. Oui, donc j'avais effectivement moi aussi quelques notes, quoi. Dans le développement, quoi. Il y a quelque chose qui est important aussi d'en parler, c'est l'équipe, quoi. Et donc l'actionnariat salarié, c'est quelque chose auquel il faut penser dans le développement de son entreprise, parce que ça permet effectivement d'avoir des gens très impliqués, surtout dans des boîtes très techniques comme la nôtre. Donc je ne vais pas trop préciser ce qu'on faisait, mais en gros on fait l'ingénierie sur des bâtiments complexes, des centres informatiques, des hôpitaux, des choses comme ça. On construit des bâtiments complexes avec un souci environnemental qui est dans nos gènes, parce qu'on est très efficace sur les économies d'énergie. D'ailleurs, on est reconnu par ça au niveau européen, quoi. Voilà. Donc, dans d'autres mondes où les ingénieurs, on n'est pas forcément trop appréciés, c'est compliqué d'arriver à recruter des talents.
et de les garder, parce qu'avec LinkedIn et tous les outils de nos jeunes actuellement, ils sont très chassés et on arrive à des niveaux de salaire assez fous, du style un garçon qui est ingénieur, qui a 30 ans, 31 ans, il peut avoir 5-6 000 euros brut par an, quoi. Voilà. Donc ça fait un peu rêver certains qui ont... Pas par mois, pardon. Excusez-moi. Non, on n'est pas... Non, oui, ça fait... Donc par rapport à ça, c'est un souci. Donc les rendre actionnaires de l'entreprise, donc ça les fidélise un petit peu. Effectivement, ils travaillent vraiment pour eux. Ils travaillent vraiment pour eux et sur des boîtes en croissance comme la nôtre, parce que nous, moi je disais, j'ai démarré il y a 25 ans, j'avais 30 000 francs découverts. Aujourd'hui, j'ai su me constituer 20 millions d'euros de capitaux propres hors valorisation des parts sociales de l'entreprise. Donc voilà, j'ai fait la cigale et la fourmi, mais plutôt le côté fourmi que cigale. Voilà. Et donc par rapport à ça, donc on fidélise les gens. Et comme la boîte est en croissance, il y a de la croissance externe, et la croissance externe, pour animer les boîtes qu'on va reprendre, il faut des gens issus du sérail, sinon c'est juste pas possible. Donc les jeunes ingénieurs qu'on a embauchés, qu'on a formés, qui ont envie d'avancer, c'est plus simple, et il y a plus de confiance réciproque si on les met sur des croissances externes qu'on a fait pour les animer et pour continuer notre développement. Aujourd'hui, par exemple, on est installé en France, bien sûr, mais on est installé à Dakar, on est installé au Maroc, on est installé à Milan, on est installé à Madrid, en Algérie, parce qu'on a des clients en Algérie, c'est bon. Voilà, et puis également au Ghana, et puis Cameroun. Et par exemple, au Cameroun, il y a un fort développement de l'IT, donc tout ce qui est informatique et les centres informatiques qui vont avec. Donc on a fait une petite croissance externe avec une boîte africaine ils sont très marrants, mais voilà, il faut leur apprendre beaucoup de choses. Donc pour les former, on a pris un gars de chez nous, un jeune ingénieur qui travaille avec nous depuis longtemps, et puis il est parti au Cameroun pour arriver à former, puis à éduquer, puis à les mettre à niveau vis-à-vis de boîtes françaises qui viennent de s'installer comme Cameroun Télécom, qui est une filiale d'Orange, quoi. Voilà, donc le développement. Ce que je vous propose, parce qu'ils sont passionnants tous les deux, c'est vous pouvez rester dans la salle, discuter avec eux. Moi, je suis comme Lucky Luke, je dois sauter d'un cheval à l'autre et aller dans la salle de réunion d'à côté, où on a une présentation d'un entrepreneur de Bordeaux qui a monté Shendy Partners en Chine. Et le thème, c'est Oser International. Vous savez, c'est une chaîne de magasins spécialisée dans les produits du Sud-Ouest. Donc pour ceux que ça intéresse, ils me suivent. Mais je vous conseille aussi de discuter avec Thomas et Jean-Paul. Merci. Voilà. Des questions? Il n'y a pas de questions. Vous avez des questions? Non, Vous avez une question? Oui? Pardon, mais derrière, désolé. Vas-y. J'ai une question du coup par rapport aux actionnaires qui travaillent dans votre structure. Je m'en ai disiez tout à l'heure, Thomas, vous aviez 25 personnes employées. Combien il y a d'actionnaires dans votre structure? Ça là-dessus, on ne veut pas communiquer là-dessus. Mais il y en a plusieurs, bien sûr. Après, pas tout le monde. Pas tout le monde, des personnes clés. Des personnes clés dans la boîte. Ça c'est évident, si on veut les garder parce qu'on n'a pas les salaires des ETI. Mais si on veut les garder, il faut quand même proposer des choses en plus. Parce que c'est un environnement où en matière d'implication, en matière de temps, c'est assez conséquent. Donc, Et vous avez fait des levées de fonds? Ouais. On a fait plusieurs? On a fait 2 pour un montant total de 800 000 euros. Et vous avez dû lever le capital? Pardon? En fait, ils ont investi dans le capital? Oui, tout à fait. Ouais, investissement dans le capital et en subvention aussi, en argent gratuit, parce qu'on a la chance d'être en France et qu'on peut avoir beaucoup de subventions. Donc à la fois public. Oui, tout à fait. Petite question, le business model, comme il a été établi au départ, est-ce qu'il a beaucoup évolué? Parce qu'en faisant des tests aussi de business model, ça a fait ressortir un nouveau business model qui n'était pas prévu au départ ou... Alors récemment, ouais, on est en train de réfléchir à d'autres aspects du business model auxquels on n'avait pas pensé et qui peuvent potentiellement être intéressants, ouais, complètement. Par exemple, je peux vous donner un exemple, vente privée. Quand vous allez, si vous avez une société avec des produits... Je vais vous laisser. Tu files, ok. Parce que j'ai un déjeuner. Ouais. Je vous attends entre par exemple, vente privée qui est... si vous êtes une boîte qui avait des produits à vendre potentiellement... Bonne journée, bon courage à tous les entrepreneurs. Eh bien
Eh bien, avant même de pouvoir vendre vos produits sur vente privée, vous devez payer un ticket d'entrée de 10 000 à 30 000 euros. Et ensuite, ils prennent une marge sur les ventes. À la base, leur business de base, c'était la marge qu'ils prenaient sur les ventes. Et là, maintenant, ils deviennent tellement un outil de communication aussi, qu'ils prennent aussi ça. Donc, c'est une évolution en business model. Peut-être qu'on arrivera au même. À la marketplace. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est lié au fait que la société a une notoriété, enfin, prend une Oui, notoriété. c'est basé sur l'audience à la base. Ouais, tout à fait. Sur le développement, vous avez des... Oui. Ouais. C'est par rapport au développement à l'étranger notamment. Ouais. Sur comment vous avez contacté justement les pourvoyeurs de ces offres. Comment vous les trouvez, comment vous vous mettez en relation avec eux. Alors au départ, on est une petite crotte, hein, donc pour arriver à les convaincre, tu tires un peu un trait sur la marge que tu ferais habituellement. Mais si tu as absolument envie de les avoir, tu fais des efforts là-dessus et en général ils sont prêts à essayer. Aujourd'hui en fait on est tellement sur une notion d'innovation constante, etc. qu'on leur dit testez un nouveau concept. Et en plus on est sur un secteur du tourisme, il y a des grands majors qui sont hégémoniques en matière de négociation des contrats, de marge imposée. Donc dès qu'il y a une alternative, ils essayent en général. Par exemple, Booking, tout le monde, ça filme encore, mais ça passe pas sur l'écran. Non, non, non. Ah, ok. La plupart des hôteliers détestent Booking, mais ils sont obligés de travailler avec eux parce qu'il y a l'audience. C'est là qu'il y a l'audience. Donc même lien par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc c'est l'audience qui va les faire venir presque obligatoirement. Si dans son développement on se focalise sur l'utilisateur avant tout, eh bien les autres viendront après derrière. Ça c'est pour du B2C. Ouais. Est-ce que et justement quelque part c'est de la viralité après qu'il faut créer au niveau du site pour que les gens viennent. Ouais, complètement. Vous l'avez fait à travers quoi? Vous parliez de LinkedIn, vous parliez de... Sur le site, surtout on a un très gros budget marketing. Twitter, G+, d'autres instruments. La viralité, on le fait. Pour nous, c'est beaucoup les relations presse. Relations presse, ça marche beaucoup. Ce qui fait que cet été, on est passé au JT de M6, TF1, France 2. Ça aide beaucoup parce que c'est du bouche à oreille. Et en B2C, ça marche très bien, le bouche à oreille. Puis c'est moins cher. Ouais. Question. T'as une autre? Oui, c'était au niveau du développement. Pour rester sur le sujet, du coup, quand vous faites des innovations marketing ou de communication, est-ce que vous faites le test sur un ensemble, un panel, genre comme des bêta-testeurs quand tu lances une startup, ou est-ce que vous tentez un A/B testing sur l'ensemble en fait? Question sur le développement, quand on fait de la communication, quand on veut lancer un nouveau canal de recrutement, non, on fait des tests à petite échelle. Mais après, parfois, les petites échelles pour certains acteurs, leur petite échelle, c'est déjà énorme. Par exemple, travailler avec EasyJet, être sur les boarding pass d'EasyJet, c'est minimum 20 000 balles. Donc là, forcément, un test comme ça, c'est très difficile à faire. Mais sinon, l'idée, c'est de tout A/B tester. Je sais pas si l'A/B test, ça parle à peu près à tout le monde. C'est-à-dire, quand vous allez sur un site, exemple sur le nôtre, en ce moment, vous allez avoir le site, il va être en ce moment plutôt rouge parce que c'est en mode Père Noël, ou alors plutôt classique, mais avec juste un petit sapin de Noël. Et on le teste, c'est-à-dire que 50% du flux va aller sur une partie sur le site rouge, une autre 50% du flux va aller sur l'autre partie du site. On part du principe, on pense que ça a marché, mais quand même on teste. Et le leader pour ça, c'est Amazon, ils en font plus de 1000 par jour sur leur site. Vous en rendez pas compte, mais il y a plus de 1000 tests qui vont changer la couleur, le nom du bouton d'engagement, enfin voilà. C'est la taille d'une image, ce genre de choses là, c'est fondamental. Et c'est dans la maîtrise de son développement, il ne faut pas y aller à fond. C'est lié à l'humilité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez des intuitions, testez-les. N'y allez pas à fond. Il faut toujours tester. Même une intuition mauvaise, une idée qui serait revenue par les équipes, vous pensez être mauvaise, testez-la quand même, parce que parfois vous serez surpris. Et nous, on l'est régulièrement. Ouais. Pour le développement à l'international, oui. Tom, du coup, pour ta marque, le grand chien. Ouais, c'est la merde. Oui, ça marchera pas. Qu'est-ce que tu pour le développement à l'international, c'était la question avec le nom et la marque. Je loue mon camping-car, vient de se transformer en Yescapa. Peut-être que ça sera le même cas pour nous. C'est pas très beau, mais. C'est ton jugement perso, mais le principe de base, c'est comme sur le test, on disait tout à l'heure, c'est avoir un marché test. Avoir un marché test sur lequel votre business model va fonctionner. S'il fonctionne, après commencer à grignoter sur des marchés plus larges, pourquoi pas l'international, mais c'est pas la priorité pour nous parce que le marché français du tourisme c'est 70 milliards d'euros.
les plus gros en moyenne font 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous cette année on va faire 6 millions peut-être, donc c'est pas, on a de la marge quoi. On a de la marge encore. Mais après l'international c'est pas le Graal non plus, mais c'est intéressant, il faut y penser, c'est clair. On y pense. Et c'est quoi votre vision à ce moment-là, moyen et long terme Alors notre vision elle est assez simple, je l'ai pas encore communiqué, c'est de devenir une plateforme. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de yield management. Le yield management c'est la façon de définir le meilleur prix au meilleur moment. Ce que font par exemple très bien les compagnies aériennes. Donc ils ont des allotements fixes en fonction de la durée avant le départ ou le moment de l'année, etc. Il y a plein de facteurs derrière. Ces yield managers sont en général en plus des gros cerveaux qui vont essayer de trouver, qui vont mettre en place des algorithmes pour définir les meilleurs prix, etc. Mais il y a 10 ans, quand on achetait en last minute, c'était pas cher. Aujourd'hui, souvent, si vous êtes aussi bien organisé que moi pour le train, la SNCF, c'est beaucoup plus cher quand vous achetez au dernier moment. Et donc en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de règles que ça en fait. Et que le meilleur moyen de définir le meilleur prix au moment, c'est de l'offre et la demande. Et pour ça, quoi de mieux que la bourse ou les enchères. Et ta question, c'était quoi après? Je sais pas ce que En fait, c'est la vision de la boîte. Oui, et donc en fait, pourquoi on ne deviendrait pas un partenaire de yield management? C'est-à-dire que demain, il y a un hôtel, je sais pas moi, à Osaka, qui a envie de vendre des nuitées en plus parce qu'il est plein à 70%, il reste 30% de chambres. Il va les vendre, pourquoi pas plutôt que les mettre sur Booking avec des prix barrés, pourquoi pas les mettre sur Loisirs en Cher. Mais ça ne s'appellera pas peut-être à ce moment-là Loisirs en Cher. Mais c'est-à-dire qu'après on est une plateforme, c'est-à-dire que les gens peuvent les prestataires peuvent automatiquement rentrer et plutôt que les vendre en prix barré, ils vont les vendre autrement enfin pourquoi pas aux enchères en fait. Voilà, c'est l'idée. Et donc là après c'est presque illimité quoi. Plus proche de Booking à ce moment-là. Ouais, Booking, Airbnb, dans ce sens-là, c'est l'idée. Et ça, on commence mes thèses dans 6 mois. Et ça typiquement. Pression. Et ça typiquement c'était une vision que tu avais au non, départ, pas du tout. Venue au fur pas du tout, au fur et à mesure, ouais. Okay. Au fur et à mesure, parce qu'en fait aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on grossit, on se rend compte qu'il y a des postes dans la boîte qui sont pas scalables. C'est-à-dire qu'on est obligé de recruter à chaque fois plus de monde, et donc il y a trop de choses manuelles. Et la définition d'une start-up, c'est, en tout cas c'est que j'aime bien, c'est un groupement de personnes, un nombre de personnes fixe, limité en tout cas, qui peuvent potentiellement atteindre un chiffre d'affaires illimité. Et donc à ce moment-là, il faut arriver à un niveau d'automatisation qui puisse te le permettre. Et là, pour l'instant, moi je pense que quand on sera plateforme, là on sera réellement une start-up. Ouais. Sur justement, tu disais en 2014, 25 aujourd'hui. Ouais. Il y a ce besoin de recrutement et de RH. De quelle façon tu identifies les profils qui vont bien sur l'esprit de la boîte? Ouais, alors il y a 3 critères. Ouais, il y a 45%, c'est le plus gros, c'est la motivation. 40% c'est une tête bien faite et sinon les compétences. Mais la tête bien faite c'est voilà, parce qu'il y a plein de nouveaux métiers donc on les forme en interne. Et après 15% c'est l'adéquation avec le reste de l'équipe. Ça veut pas dire que je veux que les mêmes personnes, je veux qu'elles soient complémentaires en fait. Ce qui fait que ça crée un groupe hétérogène mais solidaire. Et dans le business c'est hyper important, surtout quand il y a des services qui pètent, il faut qu'il y en ait d'autres qui, comme je disais tout à l'heure, il y en ait d'autres qui filent des coups de main pour que ça se passe le moins grave possible quoi. L'identification de ces profils, tu les trouves de façon classique? Il y a 7 personnes sur 10 chez nous sont recrutées sans fiche de poste, sans passer par des annonces de recrutement. Ouais. Parce qu'on n'a pas le temps et puis donc je sollicite un peu mon réseau qui va me dire ouais je connais un tel qui cherche du taf, alors il y en a un qui est à Paris mais qui a envie de s'installer à Bordeaux, enfin, ça marche souvent comme ça. Ouais. C'est bon? Merci. Merci.